La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Appréhender les jeux d'ombre, faire saliver en une image, jouer sur les macros de texture, c'est finalement assez naturellement que Léa Gilles est devenue une photographe culinaire passionnée. Et aujourd'hui, elle nous emmène dans les coulisses de son métier. Celui où l'on capture non pas seulement une assiette, mais une histoire, une émotion, un instant suspendu. Épicurienne de nature, Léa nous raconte ses débuts, les doutes avant de se lancer, la confiance née d'une rencontre, et ce jour où elle a réalisé qu'elle pouvait vivre de sa passion. Entre voyage, lumière naturelle, rencontre de chefs et amour du bien de manger, rendez-vous dans un épisode aussi gourmand que photogénique. Bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Ouais, oui. Ça commence bien. C'est la première fois que j'enregistre avec une autre Léa. C'est vrai? Ouais. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va aussi, merci beaucoup et merci de m'accueillir chez toi parce que du coup, pour la petite anecdote, on fait ce podcast chez toi et ça fait plaisir de voir le soleil du sud en octobre, je le cache pas. Mais du coup, pour commencer, je voulais un peu revenir sur toi, ton parcours, mais avec un peu déjà mes questions rituelles de c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors mon dessert préféré quand j'étais petite, je pense que c'était le millefeuille. Enfin, je pense pas, Okay. J'en suis sûre. C'était le millefeuille. Même si j'ai toujours trouvé ça hyper galère à découper. Ouais. Mais j'aimais bien le millefeuille, ouais. Et encore aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. je peux plus en manger parce que malheureusement, j'ai été diagnostiquée cœliaque. Mais je pense que ça pourrait encore être mon dessert favori, ouais. Et enfin, sinon, c'est quoi aujourd'hui, genre un bon dessert qui te fait plaisir? Alors, un bon flan, tout simplement. J'aime bien les choses simples. Un bon riz au lait aussi. Ouais. C'est vrai que j'avoue, je vais vers des choses assez simples, mais bien faites. Par contre, vu que c'est simple, je suis hyper exigeante sur la qualité du dessert. Et je pense qu'en grandissant aussi, je me tourne plus vers des desserts à l'assiette. Ok. Ouais, je trouve que c'est aussi le fait de découvrir des desserts enfin, le fait que, parce que moi au début, enfin, tu vois, il y a quelques années, je savais même pas que ça existait. Enfin, tu vois même pas quelle est la différence. Et du coup, je trouve après le savoir fait aussi que tu trouves ça beaucoup plus stylé parce que il y a un autre travail, quoi. C'est clair. Et puis je trouve que sur le dessert à l'assiette, il y a vraiment plus de créativité qui est possible que sur un dessert de boutique, quoi. Parce qu'une pâtisserie de boutique, tu peux pas mettre une glace, selon les crèmes, ça tient pas, etc. Alors que à l'assiette, les pâtissiers peuvent vraiment s'exprimer et ça, c'est trop bien. Et alors, sur la photo, est-ce que tu te souviens de la toute première photo que t'as faite? Ouais, je me souviens très bien de la toute première photo que j'ai faite. C'est drôle que tu me poses la question et en plus ça me vient vraiment instantanément. Mon père avait travaillé chez un ami à lui qui avait sorti un des premiers appareils photo numériques en fait. Ok. Et il me l'avait apporté et je me rappelle, ça avait pas de mémoire, c'était peut-être 10 photos, tu vois, enfin c'était n'importe quoi. Et mon petit frère à l'époque devait avoir 1 an et demi, 2 ans. Donc je pense que j'avais 12-13 ans. Et je l'avais pris en photo sur le canapé, comme ça, il était trop mignon. Et vraiment, j'ai encore cette photo en tête. Elle n'existe plus, évidemment. Mais c'est ma première photo. Non, je pense pas. Depuis, j'ai changé 15 fois d'ordinateur. Et à l'époque, les disques durs, c'était pas trop ça. Ouais. Donc, ouais. Et c'était quoi ton premier appareil photo? C'était celui-là? Oui. Oui. Et après, je crois que c'est ma grand-mère qui m'a acheté un vrai numérique un peu plus, un vrai réflexe, parce que là, le premier, c'était un compact. Et puis après, ça s'est enchaîné. Et à quel moment, enfin, du coup, t'as toujours aimé faire de la photo quand t'étais plus jeune? Est-ce que au-delà de genre prendre ta famille ou quoi que ce soit, est-ce que tu t'amusais aussi à prendre, justement, tu vois, faire des photos, enfin, un peu typiques, pas forcément de food, mais
Oui, je pense que j'ai toujours aimé faire de la photo et un peu en mode photojournalisme, tu vois. J'aimais bien raconter une histoire en fait. J'aimais bien me balader avec l'appareil photo et dès qu'il y avait quelque chose qui me touchait, le prendre en photo. Et je pense que c'est encore un peu comme ça. Et pour la petite anecdote, les premières vraies photos que j'ai faites en tant que professionnelle, c'était en boîte de nuit, tu sais, genre tea light, voilà. Et pourtant, je détestais les boîtes de nuit et j'en ai fait très peu, mais c'était les premières photos. Et du coup, c'était les photos des copines, des trucs comme ça, mais enfin des gens qui étaient là, évidemment, mais ouais. Et alors, à quel moment est-ce que tu te dis, ok, je vais me lancer, du coup, 100% me professionnaliser dans ce secteur? Alors moi, c'est vraiment un métier que j'envisageais pas du tout. Je m'étais pas orientée là-dedans parce que je pensais que c'était bouché ou que c'était inaccessible ou que j'avais pas assez de talent en fait. Et en fait, un jour, j'ai la bonne personne qui m'a dit lance-toi. C'est une personne qui était extérieure à ma famille, à mes proches, et du coup, je me suis dit bon bah peut-être que finalement elle est objective parce que ça faisait des années qu'on me disait oui vas-y et tout, t'as quelque chose, mais quand c'est tes amis ou ton chéri t'y crois pas. Et là que lui me le dise, je me suis dit, bon bah ok, peut-être que je vais me lancer, et je me suis réveillée un matin et en fait c'était hyper clair dans ma tête. Parce que du coup pendant tout ce temps-là tu continuais à faire des photos mais 100% pour le plaisir, toi? C'est ça, j'ai fait pendant très longtemps des photos amateurs, en gros de mes 10 à mes 20 ans, on va dire, je pense, de la photo amateur, et dans les entreprises dans lesquelles je bossais, je faisais quelques photos comme ça, mais vraiment rien de professionnel. Et est-ce qu'à l'époque, t'avais déjà cette démarche de, tu vois, retoucher tes photos, avoir un peu genre mettre ta patte sur ta photo ou... Oui, à fond. À fond parce que je suis hyper exigeante, donc c'était hors de question qu'une photo elle reste brute. Et donc avec mon peu de connaissances, j'essayais toujours de faire une petite retouche ou quelque chose pour qu'on regarde la photo et qu'on se dise que c'était la mienne, quoi. J'avais envie qu'on se dise c'était la photo de Léa. Enfin, moi c'est un truc que j'aime bien la photo. Je suis pas du tout, mais tu vois, j'aime trop justement. Je pense que le jour où j'ai découvert toute la partie retouche photo, il y a un peu un champ qui s'est ouvert de. En fait, du coup, tu peux donner toute une ambiance à, je sais pas, toutes tes photos de vacances parce qu'elles vont toutes être retouchées un peu dans le même style. Et je trouve ça incroyable en fait à quel point tu peux changer une photo. Et en fait, la photo que tu prends sur le coup n'est vraiment jamais la photo définitive, quoi. T'as toujours plein de trucs à changer, enfin juste retoucher un peu même la luminosité. C'est clair. Et aujourd'hui avec les réseaux, on le voit, il y a certains comptes qui ont vraiment leur patte. Alors moi, je trouve que quand on est pro après, notamment dans la photo culinaire, on peut pas avoir une patte trop marquée non plus, parce que du coup, ça donne. Enfin, tous les restaurants vont avoir ta patte et du coup une espèce d'homogénéité et tu vois un peu moins la différence entre les restaurants. Moi, j'aime bien quand même avoir quelque chose un rendu très naturel et justement m'adapter en fonction du restaurant et de la lumière qu'il va y avoir en lumière naturelle, etc. pour que la personne, quand elle regarde les photos, elle sache qu'elle va arriver dans ce restaurant-là et pas une patte un peu trop marquée. Par contre, j'adore sur les photos de voyage avoir j'adore regarder les comptes de voyage ou autres avec des retouches très marquées, mais moi, j'aime pas aller trop non plus là-dedans. Et tu te souviens justement de ce que t'as ressenti, toi, au moment où, je sais pas, tu fais la première photo dont t'es vraiment fière et tu l'as bien retouchée et t'as réussi justement à mettre une ambiance sur ta photo? Non, parce que je suis jamais assez fière de mes photos. Donc franchement, j'ai du mal à me souvenir d'une photo où je me suis dit, celle-là, elle est vraiment incroyable. Et où celle-là, je l'ai vraiment bien retouchée. Non, franchement, j'ai vraiment du mal à... Ouais. Et alors après, parce que du coup, tu commences en photographe, mais plutôt dans les mariages. Comment est-ce que t'arrives jusqu'à la food? Et pourquoi au début t'as fait aussi des mariages? Est-ce que c'était par facilité entre guillemets parce que effectivement photographe là où tu te dis peut y avoir le plus de débouchés c'est ça et la food tu te dis ça peut pas fonctionner? Enfin alors la food j'y pensais pas du tout parce que je pense que au moment où je me suis lancée la photo culinaire était pas hyper développée et encore moins dans le sud de la France et le mariage parce qu'en fait j'ai simplement une agence photo qui de base m'a embauchée en mariage et je me suis dit je vais continuer là-dedans parce que en plus, le côté sensibilité sur un mariage, il est au max parce qu'il y a beaucoup d'émotions et moi, c'est ce qui me fait vibrer en fait. Ressentir une émotion ou retransmettre une émotion à travers des photos, c'est un jour exceptionnel et c'est hyper formateur le mariage parce que il y a aussi bien du portrait que du paysage, que du photojournalisme, que de la food, de la mode. Enfin, il y a vraiment de tout, donc c'est hyper cool. Et le culinaire,
en fait, j'ai toujours adoré manger, adoré cuisiner. C'est vraiment, moi, je mange pas pour vivre, mais je vis pour manger littéralement. Et j'ai toujours été beaucoup au restaurant, essayer d'échanger avec les chefs, etc. Et puis en fait, tout naturellement, un jour, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai stoppé les mariages et je me suis dit, je me mets à 100% dans le culinaire. J'ai un restaurateur qui m'a fait confiance et qui m'a mis le pied à l'étrier, entre guillemets. Et de là, ça m'a juste conforté dans mon choix et j'y suis allée à 100% et je regrette pas du tout. Et alors, c'est quoi la spécificité d'une photographie culinaire par rapport justement aux autres types de photographies qui peuvent exister, que ce soit voyage Alors, ce qui est hyper bien, entre guillemets, en photographie culinaire, c'est que ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas. Oui, la viande peut sécher un petit peu ou changer de couleur. Une émulsion, elle peut retomber. Ok. Mais sur le principe, c'est pas un enfant qui court. C'est pas un paysage avec des nuages ou la pluie ou autre. Ou enfin. Vraiment, donc sur ça, c'est le côté l'aspect un peu pratique. On peut en faire ce qu'on veut de l'assiette, la tourner comme on veut, rajouter un verre, un machin. Par contre, je pense qu'il faut vraiment aimer manger ou s'intéresser en tout cas à ce secteur pour réussir à retransmettre ce que l'assiette elle a envie de raconter, quoi. Parce que tu disais justement, enfin, il y a toute cette partie émotionnelle quand même c'est le travail d'un chef ou d'une chef, et du coup, il faut retranscrire ça. Tout en mettant quand même le côté, on sait que cette photo a été prise par toi. Comment on fait ça ? Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, je le fais assez spontanément. Et quand on me voit faire, souvent on me dit, oh, c'est trop rigolo de te voir faire. T'as l'air super concentré. Tu sais exactement où est-ce que tu poses les choses, etc. Donc, moi, c'est vraiment hyper instinctif ce côté. Ça va être ma patte. Je m'en rends pas compte sur le moment. Par contre, je me rends compte quand je livre le reportage. Je me dis, ça va c'est mes plutôt être photos. dans la disposition ou ce genre de choses ? Je pense la lumière beaucoup aussi. La façon dont je vais orienter l'assiette par rapport à la lumière qui arrive, aussi bien naturelle que artificielle. Et oui, effectivement, je pense la manière de composer mon image doit aussi aider à faire que c'est ma patte, entre guillemets. Parce que comment ça se passe ? En gros, sur un shooting, t'es toute seule côté photographie et c'est toi, du coup, qui dispose qui fait le décor, entre guillemets, qui fait la composition de l'image. Oui, alors, oui et non, dans le sens où souvent je reçois un mood board en amont, ou alors j'échange avec le chef ou avec la direction artistique, etc. Comme ça, ils me disent exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Et donc, si j'ai un mood board, j'essaye quand même de suivre le mood board, mais en ajoutant ma petite patte. Ouais. Et si j'en ai pas, effectivement, c'est moi qui compose à 100%. Comment j'ai envie de disposer l'assiette, comment je sais qu'elle va être mise en valeur, entre guillemets. C'est pas juste mon goût à moi, c'est comment mettre en valeur l'assiette, parce qu'en fait, un poisson n'est pas du tout mis en valeur de la même manière qu'un dessert, ou etc. Et voilà. Et ça, comment tu l'as appris ? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont appris tout ça ? Est-ce que ça s'est fait assez naturellement ? Et genre, justement, il y a un peu des grandes règles, tu vois, pour mettre en valeur un dessert, il faut, faire ça, c'est mieux. Tu vois, j'en sais rien. Moi, la vaisselle est plus importante sur un dessert que sur une entrée. En fait, je pense qu'il y a des règles en photographie qui s'appliquent à toutes les photographies dans tous les cas. Donc au début tu potasses vite fait, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais assez naturellement. Du genre il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, style quand t'as que 2 éléments sur la photo ou quand t'en as 3, et ça marche aussi bien dans l'assiette en fait. Souvent t'as 3 éléments dans une assiette, t'en as pas que 2, parce que les chiffres impairs marchent mieux que les chiffres pairs. T'as la règle des tiers, etc. Donc t'as ça que t'intègres assez rapidement, je pense. Ton œil il le voit directement. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que je me balade et je vois des photos en fait. Et dans la vie, je vois des photos. Je te regarde et je vois exactement comment je vais te prendre en photo, etc. Je pense que c'est assez instinctif sur ça. Et après, c'est la pratique aussi, en fait. On sait qu'il y a des choses qui marchent hyper bien visuellement et il y en a qui marchent pas, quoi. Et effectivement, une assiette qui est, par exemple, brillante va être moins facile à prendre en photo. Une nappe froissée... Enfin, c'est des petits détails comme ça qui marchent mieux que d'autres, mais on s'en rend compte souvent à la pratique et voilà. Entre ta première photo et la dernière que t'as prise, il y a un monde ou... C'est plus qu'un monde.
Tu vois, ne serait-ce que je l'ai vu sur mes photos de voyage, par exemple. La dernière fois, je me suis amusée à regarder mes premières stories de photos de voyage que tout le monde trouvait incroyables et que même moi, je trouvais plutôt bien, tu vois. Et quand je regarde les dernières, je me dis, mais c'était horrible, en fait. C'était vraiment pas joli. Et en fait, pareil sur la photo culinaire, parce que mon tout premier client que j'ai été sur son compte Instagram et je suis remontée dans le feed pour voir les premières photos que je faisais. Et je vois aujourd'hui ce que je fais. Et en fait, ma retouche s'est tellement affinée déjà. Parce que j'ai développé mon propre style, et puis dans la compo aussi des images, comme j'expliquais, la manière de positionner les éléments, de créer une histoire vraiment autour de l'assiette, ça a rien à voir, quoi. Oui, puis est-ce qu'il n'y a pas aussi, il y a des éléments extérieurs qui vont t'inspirer et t'as un style du moment? Genre, je sais pas, est-ce que en ce moment, tu vois, il y a un truc que t'aimes particulièrement et du coup que tu mets grave en avant? Ouais. En fait, au début, j'avais super peur des ombres. J'avais peur des soleils très marqués ou de la lumière artificielle très marquée et du coup de l'ombre que ça crée derrière. Parce qu'en fait, l'ombre est une difficulté. Ouais. Forcément, c'est moins facile de manier la lumière. Enfin, quand t'as une lumière qui est hyper diffuse, c'est facile de faire une belle photo. Quand t'as des ombres, c'est beaucoup plus difficile. Parce que vraiment, tu vas dessiner ton image, tu vois. Parce que la façon dont tu vas poser la salade ou autre, je dis la salade, mais c'est n'importe quoi. J'avais vraiment une seule salade dans une assiette, quoique. En fait, ça va dessiner le reste de l'image, tu vois. Et donc vraiment, faut savoir comment la positionner. Et depuis 2 ans, je dirais, je m'éclate avec les ombres. Et c'est un peu aussi une tendance, tu vois. Tu le vois sur les réseaux, il y a de plus en plus de photographes qui vont sur des ombres très marquées. Et je m'éclate là-dedans. Et effectivement, je pense qu'il y a un peu des courants quand même. Ouais. Peut-être que ça changera d'ici quelques années. Mais je suis quand même hyper fière aujourd'hui de me dire, maintenant, je sais manier les ombres. Est-ce que justement sur ça, tu fais pas mal de veille, enfin en tout cas tu regardes ce qui se fait beaucoup dans la photographie culinaire ou la photographie globale justement pour t'inspirer et voir un peu ces courants, ou est-ce que enfin ça se fait assez naturellement? De toute façon je trouve quand tu te promènes sur Instagram tu vois énormément de photos quoi. C'est exactement ça en fait. Je me dis pas tiens je vais faire de la veille, tiens je vais regarder ce que fait un tel. C'est qu'en fait sur Instagram, enfin si t'aimes la pêche, sur ton Instagram il va y avoir que de la pêche. Et moi sur mon Instagram, il y a que pas de la photo culinaire à proprement parler, mais il y a que des restaurateurs, des chefs. J'ai quelques photographes culinaires évidemment aussi. Et en fait, les photos sont là et il y a juste à les regarder et tout naturellement après tu dis ah tiens j'ai bien aimé comment a été faite cette photo et tu vas pas la refaire parce que c'est impossible de refaire exactement les mêmes choses que les autres. La lumière est toujours différente, le plat est toujours différent, mais effectivement en fait l'inspiration elle est partout et ça peut être même sur une matière ou sur un produit. Tu vois, je vais au marché, je vois les produits du moment et je vais me dire ah les champignons ils sont trop canons et en fait après tu les vois dans l'assiette et voilà quoi. Et comment est-ce que comment est-ce que ça se passe quand tu commences à travailler avec un nouveau chef? Parce que j'imagine que une fois que tu as l'habitude de travailler avec tu vois, un groupe ou un chef, tu connais un peu l'ambiance, etc. Mais au début, pour justement arriver à capter il faut qu'on reconnaisse que c'est ce restaurant, que c'est ça qu'il a voulu dire dans son assiette. Et comment est-ce que moi, je vais retranscrire ça? Parce que je trouve que ce qui est assez fort, c'est que tu as quand même le truc de... la cuisine en soi, c'est déjà une proposition artistique. Enfin, t'as déjà une DA dans la manière de construire l'assiette, t'as déjà une proposition visuelle. Et du coup, toi, tu dois rajouter de retranscrire cette proposition visuelle pour la mettre en avant et justement arriver à, tu vois, bien amplifier certaines choses. Ce que t'as moins dans plein d'autres types de photos. Tu vois, genre finalement, une photo de voyage, ça va être ton regard. Alors oui, tu peux amplifier un peu une ambiance ou quoi que ce soit, mais là, t'as vraiment... c'est le travail de quelqu'un d'autre et enfin, c'est presque comme faire une photographie d'une peinture ou d'une sculpture, quoi. Ouais. Donc comment est-ce que au départ tu fais? Est-ce que je sais pas, ça passe par beaucoup de conversations ou quoi que ce soit avec le chef pour arriver à capter son style? Alors moi déjà, je me mets beaucoup de pression dans le sens où j'ai envie que le chef il soit vraiment content de sa photo, enfin de ma photo, mais de son assiette. Ouais. C'est vraiment un travail à deux en fait. Ouais. Et effectivement, j'aime bien échanger avec le chef en amont, connaître un peu sa cuisine. Déjà, j'aime bien arriver en avance. Ouais. Et boire le café en cuisine avec l'équipe, parce qu'il n'y a pas que le chef en fait. Le chef il sort l'assiette, effectivement il l'a pensé au dressage, mais il y a toute la mise en place derrière avec l'équipe et j'aime bien rencontrer tout le monde, me présenter, savoir depuis combien de temps ils sont là, vers quel axe ils vont. J'aime bien regarder le menu, découvrir la salle, etc.
voir sur les réseaux l'univers du chef. Enfin, je trouve ça vraiment hyper important. Et ça m'est déjà arrivé de refuser des shootings ou d'arrêter de travailler avec un chef ou un établissement parce que j'adhérais pas, en fait. C'était pas ma vision où il y avait pas le feeling qui passait. Et en fait, j'arrivais pas à faire quelque chose qui me convenait. Les photos étaient ok, tu les regardais, elles étaient bien faites, techniquement, etc. Mais moi, je trouvais il y avait pas l'émotion que je voulais transmettre et du coup, je préférais arrêter, en fait. Est-ce que ça t'aide justement d'avoir un cadre très précis en tout cas le challenge il va falloir retranscrire l'ambiance de quelqu'un d'autre. Et justement, c'est pas que ton regard, mais c'est ton regard mélangé à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça hyper grisant, en fait. C'est genre... Donc, ça me met la pression et ça me challenge. Et je trouve ça génial de me dire, on a fait ça à deux. Tu vois, lui il m'a apporté son assiette, il était content de son assiette, de l'histoire qu'il a voulu raconter. Moi j'ai réussi à la mettre en valeur et à montrer en une photo, parce qu'une assiette c'est éphémère. Comme je te disais hier, elle arrive à table, on la mange, on l'a oubliée. Bon ok, on la prend en photo avec le téléphone, mais bon voilà. Alors que c'est rarement bien réussi. Voilà. Alors que moi je vais la prendre en photo et le chef il va s'en souvenir de cette assiette, tu vois. Et ça je trouve ça vraiment vraiment génial. Et effectivement, donc t'as la petite pression de réussir la photo parce que t'as envie de faire plaisir au chef, etc. Et quand tu vois dans ses yeux, souvent je prends en photo l'assiette et je lui montre rapidement. Et quand je lis dans ses yeux qu'il est content de ce que j'ai fait, de ce qu'il a fait, de ce que du coup on a fait à deux, et toute la brigade, quoi. C'est génial. Et est-ce que tu t'échanges beaucoup en amont? Enfin, dans le sens où tu disais il y a une histoire dans chaque assiette, et c'est vrai, chaque dessert, chaque plat, je parle plus des desserts parce qu'on m'a plus parlé de desserts, mais effectivement, tu vois, ça fait souvent, ça convoque souvent plein de souvenirs, ça évoque plein de choses, et c'est ce que aussi on est censé faire ressentir à la personne qui va le déguster derrière. Mais est-ce que ça, t'as besoin justement de beaucoup échanger sur raconte-moi ton assiette, et une fois que tu m'as raconté ça, je peux disposer les choses. Et est-ce que ça change justement, par exemple, est-ce que tu vois, t'as déjà eu un exemple très concret de par exemple cette assiette là tu voyais pas forcément, ou alors tu voyais quelque chose d'abord de premier abord, et en fait une fois qu'on t'a raconté toute l'histoire derrière ce dessert, tu t'es dit ok, faut que je change la manière de la prendre en photo pour pouvoir retranscrire ça? Alors non, mais par contre si j'ai été touchée par l'histoire, je vais peut-être y mettre beaucoup plus de cœur. Okay. Je vais pas changer forcément littéralement la façon dont je vais la prendre en photo. Si l'histoire m'a touchée, je vais y passer plus de temps et je vais avoir envie de encore plus la sublimer, la mettre en valeur. Si on me dit oui, c'est je dis n'importe quoi, la mousse au chocolat de ma grand-mère, c'est la recette ancestrale, etc. Je vais me dire, il faut que je lui fasse honneur à cette assiette, tu vois. Malheureusement, souvent on manque de temps, on peut pas pour chaque assiette demander quelle est l'histoire derrière, parce que ça s'enchaîne et que sinon on y passerait 3 jours pour shooter un menu entier, mais effectivement demander au global. Et si je suis pas en cuisine au moment où il dresse l'assiette pour poser des petites questions, souvent quand il me l'apporte en salle, j'aime bien poser des questions sur l'assiette et sur quel élément est là, pourquoi. Et parce que d'un point de vue très technique, quand tu fais un shooting, tu prends combien de plats en moyenne? Alors ça dépend vraiment. Ça dépend du type de client. Si c'est une pâtisserie boutique de village, ou si c'est de la haute gastronomie ou de la street food, enfin c'est vraiment hyper aléatoire. Ça dépend si les photos sont destinées juste aux réseaux sociaux, ou si c'est pour un livre, ou si c'est pour la presse. Et ça dépend aussi de la cadence à laquelle les plats vont sortir. Parce que t'as des chefs qui mettent plus de temps, ou il y en a qui veulent faire pendant le service, mais du coup pendant le service, ils ont aussi le service à assurer. Donc c'est un peu délicat de donner un nombre de. Mais moi j'aime bien partir sur minimum la demi-journée. Ok. Comme ça, il y a pas de stress, il y a pas de pression, parce que si tu te dis je viens 1 heure et en 1 heure il faut shooter tant de plats, c'est trop. En fait, moi j'aime pas, parce que je peux pas y passer le temps que j'ai envie d'y passer, en fait. Et il y a des photos où j'imagine qu'il y a des photos où direct tu vois quelque chose, et d'autres où c'est plus compliqué et faut un peu réfléchir à genre comment est-ce que je vais le faire. Il y a des photos, c'est drôle, je pose l'assiette sur admettons j'ai vu l'assiette arriver, je vais me dire je vais la poser par terre, tu vois.
parce que le sol m'a inspiré ou parce que je sais que tel élément va rappeler la céramique au sol ou autre, tu vois. Et effectivement, il y a des photos. Franchement, je la pose et en 5 minutes, même pas en 3 minutes, j'ai ma photo, je déclenche et c'est fait, tu vois. Et t'as des photos, des assiettes qui arrivent et tu fais bon. Là, t'es moins inspiré et donc tu vas essayer de jouer un peu plus avec les ombres ou avec les couverts. Ou des fois, tu sais, ça arrive, l'assiette le plat est pas joli, tu vois, le dessert est pas joli, ou en photo il est pas photogénique parce que ça existe aussi la photogénie en cuisine et tu dis bon bah peut-être que je vais taper dedans, tu vois, je vais faire une découpe et à l'intérieur il va y avoir un coulant qui va rendre l'assiette un peu plus sexy, ou alors on va rajouter des mains, ou alors je vais la prendre en photo dans les mains du chef justement, et en fait ça va rajouter un univers. Et du coup bon bah l'assiette qui était de base qui te semblait pas trop sexy ou qui t'inspirait pas, bah finalement t'arrives à en faire quelque chose de cool. Finalement, il y a aussi, je trouve, le côté rajouter du mouvement presque dans la photo. Et c'est ce que j'allais te dire. Je trouve que la photo, c'est aussi quelque chose de très figé. Dans le sens où tu captures un moment, mais le moment d'avant et celui d'après, la photo est pas du tout la même. Donc, comment t'arrives à ramener l'émotion parce que tu vois, l'émotion, c'est pas un truc figé, justement. C'est quelque chose qui évolue. Et puis, dans la photographie culinaire non plus, tu vois, c'est pas figé. Dans le sens où un plat... T'as le résultat devant toi, mais potentiellement, comme tu le disais, quand tu découpes, c'est un tout nouveau dessert. Quand tu manges telle chose ou quoi, ça change complètement le plat. Quand tu rajoutes un petit coulis, bah, ça change tout. Enfin, comment on arrive à retranscrire ça en image? Est-ce que justement, c'est de rapporter de l'humain en mettant des mains, des choses comme ça, ou... Ça peut effectivement être rapporter de l'humain. Ça peut être, je pense, apporter de la matière. Justement, tu prends un carrot cake et en fait tu le poses sur une cagette de carottes, tu vois. Et il y a quelque chose du coup qui va se dégager parce que tu vas te dire, ok, peut-être la cagette vient du maraîcher inconsciemment, tu vois, mais t'as quand même le côté un peu plus brut. Ça peut être une verse de sauce qui est hyper brillante ou quoi, et la lumière qui tombe bien dessus. Et j'aime bien les zooms matière, mais dans l'assiette aussi. Pas juste une matière au sol ou sur une chaise ou autre. Parce que oui, des fois, je prends les plats sur des chaises. Mais les chefs, ils me regardent du coin de l'œil en mode qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et quand ils voient la photo, ils sont hyper contents. Mais tu vois, par exemple, typiquement, j'aime bien, parce que je parlais tout à l'heure des ombres, mais il y a un autre truc que j'aime bien aussi, c'est faire des vraiment focus sur des éléments de l'assiette. Et en faire un fond d'écran, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore quand les chefs ont une photo de moi en fond d'écran, photo de moi, pas un portrait évidemment, mais une photo que j'ai faite. Et souvent, c'est des focus, tu vois, sur une glace qui a été une quenelle, ou sur, tu vois, sur une sauce, etc. Et ça, je trouve que ça apporte aussi. Tu la regardes et tu salives. Et ça, c'est une émotion, tu vois. Effectivement, je suis d'accord que les gros plans sur des crèmes ou des croquants, des croustillants, ça va limite presque faire plus saliver des fois que le rendu final, qui, j'ai pas envie de dire est trop lisse, mais du coup, en fait, il y a un truc aussi, tu vois, enfin, tu vois, quand j'ai fait ce podcast, je me suis dit, tu vois, tu vas un peu à l'encontre de la pâtisserie, c'est très visuel. Mais du coup, là, en podcast, t'as pas de visuel, donc tu perds ce côté, tu vois le gâteau avant qu'on t'en parle. Mais en fait, je trouve que du coup, t'as plus ce côté, tu vas te concentrer sur ce qu'on est en train de te décrire, ce qu'il y a dedans, etc. Et du coup, je trouve que aller avec des textures très précises, ça va presque dans le même sens de... du coup, tu vois ce qu'on veut te faire ressentir avec ce gâteau. Enfin, justement, du croustillant, tu vois ce que ce dessert va te faire ressentir. Versus quand tu vois le dessert final, des fois tu vois pas du tout ce croustillant parce que c'est juste un bout du gâteau et où il est caché ou quoi que ce soit. C'est clair. Bah, typiquement pareil, également faire une découpe. T'es inside le gâteau en fait. Enfin, tu vois la photo et tu fais waouh, j'ai trop envie moi aussi de découper ce gâteau. Et ah oui, un autre truc aussi qui peut transmettre une émotion ou donner envie d'eux, c'est prendre tout simplement la table d'un peu plus loin pour que on se situe, parce qu'en plus sur les réseaux maintenant, tu dis on va manger là. Tu peux être sûr que la personne, elle va regarder, on va manger à tel endroit, elle va regarder sur Instagram comment est l'endroit ou quels sont les plats. Et en fait, si t'as pas que des photos des plats et t'as des plans un peu plus larges, où t'as le plat avec un verre de vin, la serviette un peu froissée à côté, tu vois, ou même carrément un coup de cuillère qui a été mis dans le plat, je trouve que ça retranscrit vraiment l'univers. Et ça permet aussi de dissocier les restaurants des uns entre les autres, parce que si tu prends toujours les photos de la même manière,
bah, alors c'est très bien, t'as ta patte, t'as ton style, et les photos sont très belles, mais il faut aussi que le client ait envie de se projeter, parce que les photos sont aussi là pour ça, pas juste faire des belles photos et que le chef en ait un souvenir. L'idée, c'est aujourd'hui de vendre aussi, et je pense qu'il faut avoir un œil un petit peu marketing aussi parfois, pas juste être un artiste et faire des super photos, quoi. Et c'est ça presque que je trouve super dur dans la photographie culinaire en particulier, dans le sens où, tu vois, je reparle du mariage, mais même en fait un voyage, l'élément qui va changer dans tous les cas, c'est les sujets vont pas être les mêmes, le pays va pas être le même, donc forcément ta photo sera différente et d'un endroit à un autre, t'as pas du tout la même photo et d'un mariage à un autre non plus, parce que même si t'as une patte globale, en fait les gens, tu sais qui était invité à ton mariage, donc il y a ça. Là, presque, justement, chacun veut donner sa patte. Mais en plus, c'est ce que tu disais aujourd'hui, tu vois, avec Instagram, etc. Justement, il y a des courants. Dans la pâtisserie aussi, il y a des choses qui se font beaucoup. Et du coup, c'est effectivement arriver à trouver de la singularité et à vraiment amplifier cette singularité pour qu'on se dise « Ah oui, c'est tel restaurant » et c'est pas « Bon, en fait, j'ai vu celui-là et celui-là. Bon, les photos sont à peu près similaires, donc on sait pas trop quelle va être la différence entre ces deux endroits, quoi. » C'est vrai. Bah, je pense qu'effectivement, il faut vraiment jouer sur le côté montrer l'univers et pas que l'assiette, quoi. Ouais, c'est ça. Ton rôle, c'est vraiment de t'imprégner justement de cet endroit pour avoir... Et c'est aussi... alors, on me disait, mais c'est pas trop dur de changer, tu vois, tu fais un shooting le matin à tel endroit et l'après-midi à un autre. Et en fait, non, c'est justement ça qui est trop cool. Parce que si je faisais toujours au même endroit, bah, je m'ennuierais et au bout d'un moment, t'as fait le tour. Alors que là, t'arrives dans un nouvel endroit et en fait, j'ai limite oublié le premier. Et ça y est, je suis dans l'autre et je suis à fond et je regarde ce qu'il y a de nouveau, ce que je connais pas et comment je vais pouvoir faire et comment je vais pouvoir retranscrire justement. Enfin, c'est trop bien. Est-ce que t'as eu des manières, du coup, depuis que tu fais ça, enfin, tu vois, ou je sais pas, une façon de travailler ton œil photographique entre guillemets, tu vois? Ben, je pense que les voyages m'ont beaucoup aidé pour le coup. Parce que donc tous les ans je pars un mois en voyage littéralement où je coupe tout et j'ai juste besoin de pas forcément faire je fais de la photo évidemment mais de la photo différemment en fait en suivant mon instinct et en me levant plus tôt ou en me couchant en essayant de trouver les couchers de soleil, etc., voir des nouveaux produits et en fait je rentre et j'ai tellement d'inspiration. Mais en tout, hein, en cuisine, enfin, j'ai envie de me mettre en cuisine et d'essayer des nouvelles choses. J'ai envie de retourner sur des shootings et tester des nouvelles compos. Enfin, je sais pas, je pense vraiment que la nature, parce que ça m'arrive aussi pour couper, partir marcher ou courir et en pleine nature, à la montagne, etc. Et en fait, vraiment, je pense que je puise beaucoup mon inspiration là-dedans. Ok. C'était quoi le dernier voyage que t'as fait ? Alors, c'était pour du boulot, pour le coup. C'était en Tanzanie. J'ai accompagné Paul Galland, qui est un ancien chef pâtissier et qui est du coup passionné par la vanille. Et quasiment sur un coup de tête, parce que genre il a posé la question sur les réseaux sociaux une semaine avant. Bonjour, je cherche un photographe sportif aventurier pour m'accompagner sur une culture de vanille, enfin une récolte de vanille en Tanzanie. Et en fait, moi je le suivais pas sur les réseaux et c'est d'autres chefs qui m'ont envoyé sa story et qui ont répondu à sa story en disant contacte Léa. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement comme toi et moi, tu vois. Et voilà, j'ai pris les billets et je suis partie. Enfin, il m'a pris les billets et je suis partie avec lui et c'était un voyage incroyable. Mais du coup, là, t'avais quand même un voyage où c'était pas ce que tu disais de tu coupes tout, etc. C'était un voyage pro. Donc, est-ce que t'as quand même cet œil, enfin, t'as quand même le truc de ça m'inspire juste en fait d'être dans un nouvel endroit. Ouais, je pense que le fait effectivement d'être dans un nouvel endroit avec une autre culture aussi culinaire, un autre mode de vie. Enfin, vraiment, c'est effectivement j'y étais pour travailler, mais en fait, la découverte, elle est partout parce qu'à partir du moment où tu montes dans la voiture et que tu vas jusqu'à l'exploitation de vanille, tu passes au milieu de village. Tu vois un marché, j'aurais dit on peut faire le marché, etc. On s'est baladé sur le marché, donc c'était trop bien. Et puis, enfin, non, ouais, franchement, il y a juste besoin d'être à l'étranger, je pense, et ça suffit. Enfin, pas à l'étranger, mais en gros sortir du cadre de ce que j'ai l'habitude et ça me suffit pour me ressourcer et remonter à bloc. Mais c'est vrai que tu vois sur des villes, effectivement, genre je trouve que quand tu vas dans n'importe quelle ville, enfin même pas à l'étranger, mais une ville où t'es jamais allé, tu vois tout de suite plein de choses que tu pourrais prendre en photo et tout. Bien sûr. Alors que dans ta vie, enfin dans la ville où tu vis,
tu regardes plus du tout les choses de la même manière, tu vois, et en fait, t'as plus du tout ce truc de tiens, comment est-ce que je prendrais. Enfin, ça, je trouve ça trop beau, j'ai envie de le prendre en photo et tout. Et c'est vrai qu'en fait, enfin, juste c'est nouveau. Et du coup, tu trouves tout merveilleux. Mais c'est clair. Mais même, tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'étais sur l'événement Passion Dessert et j'étais à la Chèvre d'Or, donc j'avais déjà été pour un tea time, mais j'ai jamais été en tant que photographe. Et en fait, t'arrives, c'est un nouveau lieu, et là aussi, t'as envie de tout prendre en photo, parce que tout te semble incroyable, tu vois. Et pas parce que c'est la Chèvre d'Or et que c'est hyper prestigieux, mais à partir du moment où tu sors de ce que t'as l'habitude de faire. Et puis je pense encore plus quand t'es photographe ou artiste, tu vois quelque chose partout. Tu vois, moi je dis tout le temps, la beauté est partout pour qui veut bien la voir. Et réellement c'est ça en fait, parce que comme je te dis, je pars juste marcher à 1 heure de la maison ou même pas. Et en France il y a tellement de choses à voir et à goûter et tout. Enfin, l'inspiration elle est vraiment partout en fait. Oui, puis en plus c'est ce que tu disais souvent. C'est vrai que les ombres ou ce genre de, enfin tu vois, des reflets d'ombre dans ta maison avec genre des feuilles ou quoi que ce soit, juste ça peut te donner un peu un œil. Puis en fait, je trouve qu'effectivement, t'as ce truc de dès que tu sais que c'est quelque chose qui est important, et je suis d'accord que les ombres, etc., mais ce qui va aussi quand tu veux faire de la peinture, du dessin, etc., c'est vrai que ça change tout en fait. Quand tu te focalises là-dessus, tu vois tout très différemment, et ce qui est incroyable, c'est qu'à toute heure de la journée, ça change complètement, quoi. C'est clair. Ouais, c'est clair. Même de 5 minutes à l'autre, des fois. Des fois, je repère, le chef me dit, le plat arrive. Je me dis, tiens, je vais le poser là, il y a une super ombre. Il arrive 5 minutes après, il y a plus l'ombre que je voulais. Donc c'est pas grave, il y aura une autre ombre, tu vois. Mais effectivement, c'est ça qui est magique aussi avec la photo, je trouve, c'est que tu t'adaptes beaucoup à l'environnement, et même en voyage d'ailleurs, enfin, la lumière, elle peut changer, un coucher de soleil. Tu peux prendre une photo pendant 2 heures. Ah mais oui. Parce que ça n'est jamais exactement la même chose. Exactement. Et tu t'arrêtes jamais. C'est sans fin, mais c'est génial. Je suis tout le temps émerveillée, en fait. Est-ce que justement, quand tu t'es lancée aussi dans la photographie culinaire, tu t'es dit que ça te permettrait de voyager ? Non, jamais. Jamais. Déjà, quand je me suis lancée en photo culinaire, j'ai jamais douté de mes choix. Mais je me suis dit, en fait, je me suis même dit, ok, j'arrête le mariage, je me lance en photo culinaire. C'est pas grave si je gagne moins d'argent parce que je vais faire vraiment ce que j'aime. Au final, j'ai pas gagné moins d'argent, et on n'est pas là pour parler de ça, je veux dire, mais et je me suis même pas dit que ça me permettrait de vivre convenablement, tu vois. Et donc là, ah ouais, à ce point-là. Ouais, franchement. En plus, au début, tu vois, tu fais pas des prix qui sont hyper hauts parce que t'as envie de toucher beaucoup de clients et tout. Puis c'est très dur, non, parce que je trouve que. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe, je suis absolument pas pro dans le secteur, mais j'imagine qu'en plus, mariage, tu peux faire un peu un pack de je suis là toute la journée, etc. La photographie culinaire, c'est un peu différent, dans le sens où, justement, ce que tu disais, tu sais pas exactement combien de plats va y avoir. Enfin, puis il y a moins de photos quand même qu'après un mariage, donc c'est beaucoup plus compliqué, non, de fixer des tarifs au départ. Oui, c'est clair. Et puis, comme je te disais, moi, dans le sud de la France, on est très peu. On se voit pas beaucoup, donc tu demandes à qui, tu vois. Tu t'oses pas en plus au début quand tu te lances dire toi du coup tu pratiques quel tarif, on va te regarder en mode pourquoi tu me poses la question, en tout cas c'est ce qu'on pense, parce qu'après en vrai quand j'en parle aujourd'hui avec mes collègues photographes culinaires, on se dit tous nos tarifs et il y a zéro sujet là-dessus, tu vois. Mais effectivement au début tu sais pas trop comment, et donc j'étais pas sûre de pouvoir en vivre convenablement. Et puis, si c'était quelque chose qui était pas aussi très développé, tu dis est-ce que les chefs, enfin tu vois, ou les restaurants vont être prêts à payer pour ça, alors que ça se fait pas tant que ça. Exactement. Et c'est encore une fois, je reviens sur le côté sud de la France et le Var en particulier, parce que tu vas sur Marseille ou sur Nice, il y a beaucoup de restaurateurs, et donc ils ont besoin de faire beaucoup de communication et d'avoir les plus belles photos possibles. Ici, moi, autour de chez moi, clairement, en fait, s'ils font pas les plus belles photos possibles, c'est pas grave, parce qu'il y a pas de concurrence entre guillemets, tu vois. Enfin, il y a pas une énorme offre. Alors que quand t'es sur Paris, en fait, si tu fais pas, t'as pas un beau réseau, des beaux réseaux sociaux. Maintenant, tu les vois sur Paris, ils ont tous, même le plus petit restaurant, ils ont un compte Instagram avec des jolies photos, tu vois. Et effectivement, quand je me suis lancée ici, même tout le monde m'a dit, mais Léa, ça peut pas marcher. Qui va payer pour des photos? Et en fait, si, il y a tellement de personnes qui sont prêtes à mettre le prix pour avoir des jolies photos, et ça c'est génial. Et donc pour en revenir au voyage, aujourd'hui, quand la première fois je suis partie sur une excursion, c'était l'ascension du Mont Blanc, qui n'a rien à voir avec la photo culinaire, mais il y a eu un lien à un moment donné. Je me suis dit, mais attends, mon travail va me permettre de faire l'ascension du Mont Blanc.
Et là, c'est tout. En fait, c'est dingue parce que tu vois, on m'a posé la question récemment. Quel a été le projet le plus fou que tu aies fait en photo? Ben, en fait, c'est le prochain. Parce qu'ils sont tous plus fous les uns que les autres, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, mais attends, je viens de faire ça, là. Et c'est littéralement ça, tu vois. Tu fais l'ascension du Mont Blanc, et après, tu pars en Tanzanie, et après, enfin, Passion Dessert, même Passion Dessert, c'était génial. Là, je suis avec le groupe Bagatelle, et on a shooté à Londres, et on va shooter sur d'autres destinations. Et en fait, c'était dingue de pouvoir voyager. Vraiment. J'aime la photo, j'aime le voyage, et j'arrive à combiner les deux, mais dans quel monde c'était imaginable? Enfin, jamais j'aurais pu imaginer ça, tu vois. Et surtout, t'arrives à combiner les deux et à en vivre... Mais oui, complètement. Trop bien. Il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué, justement, enfin, un voyage professionnel? Tu vois, genre, où, je sais pas, où t'as vu des trucs de ouf Ouais. Je dirais le Mont Blanc, mais du coup, ça n'a pas de rapport avec la partie culinaire. C'est parce que c'est le départ. C'était le premier. C'était le premier, et puis il y avait vraiment de l'émotion entre guillemets parce que t'es là, t'es avec un groupe. C'était quand même pas rien, tu vois, l'ascension. Même si tout le monde peut le faire, c'est un grand mot, mais c'est quand même physiquement, il faut quand même te dépasser. Ouais. Et puis, t'as les conditions météorologiques, etc. Donc, ça a été quand même assez marquant. Et puis, je suis vraiment sortie de ma zone de confort puisque c'est pas le genre de photo que je fais habituellement, qui fait super froid. Donc, quand t'enlèves les gants pour faire une photo, je peux te dire que ça te marque. Mais ouais, et puis c'était le premier, effectivement. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et ouais. Pour l'instant, c'est ça le plus marquant. Donc, ça s'éloigne de la photo culinaire, mais c'est ça, ouais. Et est-ce qu'il y a un pays, enfin, du coup, toi, un voyage que t'as fait, même à titre perso, qui t'a particulièrement inspiré? Tu vois, où, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé dans les photos, et sûrement parce que, émotionnellement aussi, toi, ça t'a plus touché ou... Bah alors, tous mes voyages m'ont touché, donc c'est difficile à dire. Celui qui a marqué vraiment un tournant dans ma vie, perso et pro, c'est le Japon. Bah alors c'est très classique, hein. Tout le monde va dire le Japon, ça m'a marqué. C'est la destination, j'ai l'impression en ce moment que ouais, très en vogue. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, j'y étais un bon moment. Non mais j'étais avant-gardiste. Je t'accusais pas. non, mais j'y retournerai volontiers, franchement. Mais tous les voyages m'ont marqué, tous de manière différente. Parfois, justement, parce que le culinaire était dingue à prendre en photo, parce que humainement, c'était dingue, parce que les paysages étaient dingues. Et ouais, j'en ai pas... Je te dis, il y a le Japon qui ressort. Après, j'ai adoré Taïwan, parce que c'est très peu touristique, donc c'est trop cool, parce que tu découvres littéralement, parce que tu vois pas beaucoup de photos Taïwan, en fait, sur les réseaux, etc. Alors que la plupart des autres voyages, tu vois, tu dis je pars à Bali, ben en fait tu connais Bali parce que tu l'as vu 1000 fois, tu vois, sur les photos de tes amis, sur les stories, sur voilà, ou la Thaïlande, bon bah ça devient presque, tu découvres pas vraiment le pays, alors qu'il y a des pays comme ça, comme Taïwan ou Indonésie, tu vois, quand je suis arrivée à Bali, ça m'a fait cet effet-là. Je me suis dit bah en fait, j'ai vu sur les réseaux. Là, je vois, bon bah ok. Et en fait, j'ai pris un vol interne vers une autre île indonésienne. Et là, je me suis dit, ok. Ouais. Là, je suis à ma place. Et là, il y a 1000 trucs à prendre en photo et à regarder, et à découvrir. Et ouais. Et depuis tout à l'heure, tu vois, on parle aussi beaucoup des réseaux sociaux. Et c'est vrai que la photo, aujourd'hui, c'est très lié à ça. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est clair. Déjà, est-ce que tu as vu un changement justement avec l'essor de... Enfin, on en a pas mal parlé, pas forcément là, mais depuis hier ou quoi que ce soit, depuis le Covid, il y a eu aussi beaucoup un essor de la photo culinaire, notamment lié aux réseaux sociaux. Est-ce que tu l'as vraiment ressenti aussi dans je sais pas, juste il y a plus de gens qui te contactent parce que aujourd'hui c'est indispensable d'être présent? Complètement. Mais moi déjà mon activité elle a explosé au moment du Covid. Alors bah du coup ça a fait l'effet inverse parce que les mariages se sont arrêtés et la photo culinaire a explosé dans le sens où tous les restaurateurs avaient besoin de communiquer sur la vente à emporter, sur les plats qu'ils faisaient, etc. Donc déjà il y a eu ça. Du coup il y a eu plein de restaurateurs qui peut-être n'étaient pas forcément sur les réseaux, ou pas très actifs, qui s'y sont mis. Et donc oui effectivement là je l'ai vu littéralement et pas que pour moi en fait, pour tout le
que pour tout le monde, ça a littéralement changé le Covid pour les réseaux sociaux. Même moi, je vois, tu vois, quand je poste, alors je poste malheureusement pas assez souvent, je prends pas le temps, mais quand je poste une photo sur les réseaux sociaux, je sais que derrière, je vais être contactée pour faire d'autres photos pour un autre restaurateur, quoi. Ah ouais. C'est dingue, ouais. Et du coup, je me dis, je devrais le faire tous les jours, mais mes journées seraient pas assez longues. Mais oui, clairement, franchement, c'est hallucinant. Et le food porn, ça marche. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est quoi ton regard justement là-dessus? Sur le food porn ou sur les réseaux? Sur les réseaux et sur ce que... Bah du coup, la photographie culinaire et les réseaux. Parce que je trouve que ça change du coup la manière de revoir la photographie culinaire, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà quelque chose de très frustrant, c'est que sur les réseaux, on passe sur la photo en 3 secondes. Et tu te dis, moi, j'y ai peut-être passé... Le chef y a passé longtemps, moi, j'y ai passé du temps. Et la photo, on va la regarder 3 secondes et on va passer à une autre photo. Et il y a un côté assez frustrant, tu vois. C'est pas comme un tableau que tu vas afficher chez toi ou que tu vas aller voir au musée. Enfin, c'est une œuvre, c'est quand même une œuvre, tu vois, la photo. Et tu passes très vite dessus, donc c'est très frustrant. Donc j'aimerais beaucoup faire des livres de cuisine pour que les photos soient imprimées et qu'elles restent. Là, il y en a un qui est en cours, donc c'est plutôt cool. Après, il y a autre chose, c'est que je trouve qu'on peut beaucoup tricher avec la photo et que des fois tu vois les photos d'un établissement et t'arrives et t'es très déçu. Ou alors oui, l'avocado toasté a l'air incroyable, l'œuf qui coule, etc. Mais en fait, au goût, c'est pas si dingue, tu vois. Et je trouve ça un peu trompeur. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui en abusent et c'est dommage, tu vois. Moi, j'ai pas envie qu'on triche. Pareil, j'aime bien quand je vais faire les photos dans un restaurant. J'ai eu l'exemple assez récemment, j'ai fait les photos et après je suis restée pour déjeuner et en fait l'assiette que j'ai prise en photo c'est pas du tout la même qui m'a été servie après, tu vois. Elle était moins stylée, moins belle. Alors c'est normal de tout mettre dans l'assiette du shooting, mais il faut quand même que quand le client l'assiette arrive, ça ressemble à ce qu'il a vu sur les réseaux, tu vois. J'aime pas qu'on triche. Donc il y a un peu des dérives et il y a un peu aussi le fait que maintenant du coup tout le monde se prend pour un critique et un photographe culinaire et des fois ça plombe des restaurants et ça, tu vois, même sur les avis, etc. Je divague un peu, mais enfin je trouve que ça va vraiment trop loin et que enfin chacun doit rester à sa place, tu vois. Tu peux prendre en photo l'assiette et la montrer à ta mère, mais sur les réseaux, faut pas que ça parte dans tous les sens non plus, quoi. Alors, il y a plusieurs sujets sur lesquels j'ai envie de revenir, mais celui qui m'intéresse, c'est aussi le côté tricher avec la photo. Parce que c'est vrai qu'il y a ça, et tu vois, on le disait tout à l'heure, justement, avoir un peu des textures, des trucs, et le food porn, je trouve que c'est typiquement ça, en fait. C'est que on te fait saliver, et la photo te donne super envie, etc. Mais souvent, c'est des choses où, en vrai, en live, quand tu le manges, t'es déçu, parce que soit c'est trop sucré, c'est trop gras, et en fait, presque, les plats sains sont beaucoup moins food porn, quoi. Et c'est pas ça que t'as envie de... Enfin, pas que t'as pas envie de les mettre sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui va faire beaucoup plus de likes et de visibilité, etc. Versus un truc très food porn, effectivement, ça attire tout de suite le regard, mais pourtant en live c'est décevant, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le food porn, c'est littéralement ce qui fait vendre, c'est ce que je disais. Et le challenge du coup des chefs et des photographes, c'est de réussir à rendre une assiette saine, sexy, quoi. Ouais. Et après, il y a un truc qui est quand même assez cool quand même, c'est le courant où on rentre plus dans le légume, etc. Enfin, il y a quand même là en ce moment, je trouve plus du bien manger le bien manger qui se développe et c'est quand même assez cool. Il y a un gros contraste finalement entre le food porn aujourd'hui avec un cookie qui dégouline et c'est too much et des assiettes qui sont remplies de légumes mais qui peuvent être tellement sexy aussi et te donner du coup envie de manger des légumes. Donc ça c'est cool. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ça. Je suis d'accord qu'effectivement, des fois, tu vois des choses, c'est coloré, c'est joli et t'as trop envie d'en manger. Mais c'est vrai que les cookies bien... Mais souvent, je suis d'accord que ça va un peu avec ça triche, quoi. Ouais. C'est pas exactement ce que tu vas avoir derrière, ou le goût va être finalement un peu décevant. Bien sûr. Et puis, on va pas se mentir, il y a des fois où on rajoute du praliné pour que ça coule, et tu vois, enfin, ou t'as un entremets congelé et on va rajouter un insert qui l'est pas, enfin, pour
rendre quelque chose de... Mais tu sais, ça me fait penser aux, tu sais, toutes les pubs de genre tous les fast-food, les McDo et tout, où derrière, tu sais, on te montre comment en fait ils font un joli burger de ouf, alors que toi, quand il arrive, il est tout raplapla. C'est clair. Je pense qu'on a tous en tête la pub du Big Mac en 4x3, et quand tu vas acheter ton Big Mac, il ressemble absolument pas à ça. Tu te dis, mais il s'est fait rouler dessus par un camion, le Big Mac, c'est pas possible. Mais tu sais, tu l'as vu plein de fois. Justement, il y a eu plein de vidéos de coulisses de genre, tu utilises de la mousse à raser pour faire ta glace parce que ça tient mieux, tu utilises ci pour faire ça. Et justement, du coup, je trouve que ça va vraiment dans le côté, là, pour le coup, c'est plus du tout ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et heureusement. Franchement, moi, le jour où on me dit je veux tricher, on va mettre de la mousse à raser ou du savon dans l'émulsion pour qu'elle tienne. Mais ça va pas la tête, tu vois. Non. Et par contre, tu vois, je suis un peu anti-gaspillage. Non, je suis pas un peu. Je suis beaucoup anti-gaspillage. Et souvent, ça me fend le cœur quand je sais que l'assiette va pas être mangée. Donc, si le chef me dit, ça te dérange si je fais pas cuire correctement le poisson et qu'on voit juste, je dis, ben non, au moins, derrière, tu peux le faire cuire correctement et le donner à ton équipe ou j'en sais rien, tu vois. Parce que, en fait, sinon, il y a trop de, tu vois, quand tu shootes, j'imagine les burgers. J'ai pas beaucoup de clients qui font du burger, mais si tu shootes toute une après-midi une carte de burger, il y en a 30. En fait, tu te doutes qu'ils vont pas tous être mangés. Et en fait, c'est assez terrible. Ça va un peu à l'encontre de ce que je suis. Ouais. Il y a aussi tout un truc tu vois, de plus en plus aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils remplacent la photo par la vidéo. Oui. Et t'as aussi toute cette tendance-là. Comment est-ce que du coup ça change aussi plein de choses. Du coup, toi, à la fois dans ton métier, dans le métier des chefs aussi, parce que t'es obligé de faire des vidéos de ce que tu fais, etc. Et en fait, presque on veut plus juste le résultat, mais on veut tous les coulisses de comment cette assiette elle a été construite. Et c'est ça qui cartonne, quoi. Mais du coup, ça change complètement le côté, en fait, on te donne un regard sur quelque chose. Là, tu vas plus, en tant que spectateur, voir tout ce qui se passe et te dire ah waouh, en fait du coup je vois tout ce qu'il y a, quoi, et c'est plus vivant en soi. Donc comment est-ce que tu... Alors moi, déjà en début d'année, je me suis dit ok, j'ai envie de faire plus de vidéos. Okay. Déjà parce qu'effectivement ça se développe, mais parce qu'en plus c'est beau, tu vois. Une belle vidéo, ça donne envie. Et effectivement, tu vois les coulisses, et parce qu'un entremets, tu le manges allez, 3 minutes, mais combien de temps il a passé le chef avant, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant que du coup le grand public puisse découvrir tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Parce que des fois c'est sur 3 jours. Bon, nous la vidéo on va la tourner et elle va durer 30 secondes, mais je veux dire, au moins tu vois un peu les coulisses, et c'est bien de voir de la vie aussi, en fait, tout simplement, que ça bouge et tout. Et qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Et c'est plus la même chose. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est plus du tout le même métier. C'est pas du tout le même métier, clairement. Et c'est pas facile, c'est beaucoup moins facile quand t'as fait de la photo pendant des années et que d'un coup tu te mets à la vidéo. C'est beaucoup plus de travail déjà, c'est beaucoup moins facile. En fait, ça dépend le type de vidéo que tu veux faire. Moi, je veux faire de la vidéo qualitative. Je sais qu'on va y passer la demi-journée ou la journée complète. Et derrière, en montage, ça va prendre un temps fou, parce qu'en plus, je suis hyper minutieuse sur le quart de seconde, le plan, etc. Mais c'est tellement beau aussi la vidéo, pardon. Mais il y a encore ce côté frustrant où la vidéo va être regardée une fois 30 secondes et tu zappes et tu dis mais attends, mais tout le travail qu'il y a derrière pour juste 30 secondes qui vont être oubliées, mais c'est hyper frustrant. Mais en fait, je trouve que t'as deux trucs, c'est que à la fois, tu vois, genre si c'est pas assez quali, les gens zappent direct parce que tu te dis franchement autant aller regarder une autre vidéo qui est quali. Donc il faut de la qualité. Mais effectivement, tu veux quand même un truc court et tu vas pas la regarder plein de fois ou quoi que ce soit. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, des fois, je rage souvent en ce moment, tout le monde le sait, sur les vidéos qui sont pas quali mais qui cartonnent. Ouais, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de faire des photos que je trouvais, des vidéos, hyper qualitatives, intéressantes, objectivement, enfin, sans du tout m'envoyer des fleurs, mais la vidéo est jolie, tu vois la recette, où il y a un univers, etc. Tu la postes et elle fait pas beaucoup de vues. Et je parle pas du nombre de vues dans le sens, j'ai pas la fame, c'est que j'ai envie que les gens la voient, tu vois, qu'ils voient mon travail et le travail du chef. Et à contrario, t'as des vidéos qui sont filmées dans la rue à l'arrache au téléphone, qui font des millions de vues. Et je me dis, mais, enfin, pourquoi, tu vois, c'est nul, parce que moi aussi j'ai envie que tout le monde voit le travail qu'on a fait ensemble avec tel chef. Et comme je te dis, c'est pas pour gagner de l'abonné ou de la visibilité, c'est juste parce que tu dis tu as mis du cœur et c'est pas vu, alors qu'il y a des trucs qui sont
sans intérêt et qui sont vus et enfin c'est un peu frustrant ça. Mais je trouve que ça c'est un peu en fait pour moi c'est vraiment le double tranchant des réseaux, mais du coup que ce soit sur de la photo ou de la vidéo, c'est le côté en fait oui ça peut te donner beaucoup de visibilité, mais en même temps tu peux pas non plus encore une fois avoir 100% ta patte. Parce que oui, il faut ta patte, mais mixée avec l'algorithme. Exactement. Et c'est ça qui est très compliqué dans le sens où, tu vois, même une vidéo, tu peux pas juste, genre, je sais pas, dire un texte que t'as écrit avec le cœur et qui représente vraiment ce que t'as ressenti sur le moment. Parce que la plupart du temps, faut ton hook, faut ton truc, faut ton machin. Et donc, c'est oui ce que t'as ressenti, mais mixé avec... Bah en fait je m'inspire de l'algorithme et pour que ça fonctionne, etc. Et je trouve que ça effectivement il y a quand même un côté frustrant de bah c'est chouette mais c'est ton univers et c'est plus non plus complètement ton univers. C'est clair. Il y a beaucoup de faux en fait sur les réseaux et on réfléchit tout le temps finalement à ce qu'on va poster en se disant est-ce que c'est assez bien, comment est-ce que ça va être perçu, et c'est vrai que genre même une musique tu vois des fois tu dis ah attends sur cette vidéo je mettrais bien cette musique. Oui, mais en fait, elle va pas marcher parce qu'elle est pas référencée par Instagram, tu vois. Bon, bah, du coup, tu changes de musique. Et c'est vrai que c'est un peu dommage et je trouve qu'on vit trop maintenant à travers les réseaux et ça peut même nous brider finalement, du coup, puisque le montage vidéo va pas être le même vu qu'on n'aura pas utilisé la musique qu'on aurait voulu ou, Et puis, du coup, en tant que photographe, bah, c'est, encore une fois, du coup, c'est pas 100% de ta patte et ce truc-là, mais c'est, trop le regard marketing justement de bon bah comment on fait pour que ça cartonne sur les réseaux sociaux, mais presque du coup c'est un peu impersonnel parce que justement tout finit aussi par se ressembler parce que tu veux toujours voir la même chose et ce qui fonctionne en fait il y a toujours un peu les mêmes codes, etc. quoi. C'est clair. Mais moi des fois tu vois il y a des photos que je trouvais qui me touchaient mais qui techniquement étaient pas incroyables et je me suis dit est-ce que je la poste ou pas? Et c'est grave d'en arriver là, tu vois. Parce que le moment m'a touchée, parce que il y a quelque chose j'ai envie de la partager, mais est-ce que c'est assez bien? Et je me dis, mais, enfin, ça, c'est, les réseaux, c'est vraiment un fléau, en fait, tu vois, parce que ça nous bride, on n'est pas nous-mêmes, en fait. Parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on doit dire, faire, poster, et c'est hyper frustrant. Oui, c'est ça. Puis t'as vraiment ce côté de si je veux que ça marche, faut que je fasse ça. Mais en même temps, si je veux me faire plaisir, bah moi, je préférerais faire ça. Et ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Et donc, je trouve que bah sur la photo aussi, tu vois, et de la restauration au global, en fait, ça te donne un tremplin de ouf. Parce que c'est ce que tu disais, quand tu vas mettre une photo, les gens vont se dire ah bah j'ai envie de travailler avec elle, etc. Mais au fond, comme tu le dis, tu vois, tu réfléchis quand même de bah cette photo va être mieux parce qu'elle répond plus au code de ce que les gens ont envie de voir. C'est ça. Donc ouais, c'est un peu à double tranchant. C'est clair. Est-ce qu'il y a justement, toi, t'as des inspirations en photo, des photographes que t'aimes beaucoup, dont t'admires le travail? Alors oui, il y a plein de photographes dont j'admire le travail, que je suis sur les réseaux. Bon, souvent, on est inondé sur les réseaux, donc on voit pas toujours les trucs, mais genre The Travel Buds. J'aime beaucoup ce qu'ils font tous les deux. Et c'est rigolo parce que je me suis toujours dit, mais c'est incroyable, j'aimerais trop avoir leur niveau, etc. Et en fait, un jour, t'as un client à eux qui t'appelle et qui dit est-ce que vous voulez faire un shooting pour nous? Mais en fait, quand tu passes derrière tes idoles, tu vois, j'en ai d'autres, hein, mais genre j'adore Géraldine, j'adore Guillaume, j'adore Pookie Cookie, mais eux, ils me semblaient vraiment inaccessibles. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, parce que je les suis depuis très longtemps et voilà. Et en fait, quand tu passes derrière eux, mais t'as une pression de dingue. Tu te dis, mais c'est eux qui ont fait le shooting avant. Toi, là, tu fais un shooting avec le client et mais ça va jamais être assez bien, tu vois. Et c'est un truc de fou. Et après, il y a un autre photographe que j'admire, mais qui est un ami à moi, mais qui fait de la photo sur le vin. Il s'appelle Hervé Fabre. Et pareil, j'adore parce que c'est un autre univers et je trouve ça fascinant. Mais oui, du coup, j'ai plein d'inspirations. Après, c'est des photos de voyage aussi, etc. Mais je suis quand même beaucoup avec ces photos culinaires. Tout ce qui se mange et se boit. Clairement. Et quel conseil plutôt est-ce que tu donnerais à la Léa qui, justement, tu vois, aime bien la photo, mais hésite encore à sauter le pas? Bah en fait, je l'ai sauté le pas assez rapidement, donc juste fais-toi confiance, je pense. Fais confiance à tes proches aussi. Ils sont quand même un minimum objectifs et de bons conseils. Mais
Ouais, non, franchement, en fait, je me suis quand même finalement toujours fait confiance, tu vois. Oui, tu dis, euh, peut-être que ça va pas marcher, mais fonce. C'est dans mon caractère, en fait, de foncer. Mm. J'hésite pas, j'y vais, et puis tout se fait hyper naturellement au fil des rencontres et tout, donc j'ai pas vraiment de conseils, en fait, je crois. Ou peut-être te prends moins la tête. Je partage assez cette démarche de se dire, en fait, au pire, on verra après, quoi. Exactement. Et puis, au pire, ça marche pas et c'est pas grave. Et Et je rebondirai. Autre chose, ouais. Et ben, j'ai des petites questions pour la fin. Un petit questionnaire de Proust. Des petites questions. Déjà, est-ce que tu as une recommandation de livre ou de film en rapport avec la gastronomie? Et soit tu vois un livre de cuisine dont t'aimes beaucoup les photos par exemple, ou un livre plutôt autour de la photographie culinaire. Alors mon dernier coup de cœur livre de cuisine, enfin livre de pâtisserie, c'est Plein cœur, que je trouve vraiment très très beau. Nicolas Serroni a fait du superbe boulot en photo, et puis il raconte une histoire en fait. Maxime Frédéric, et lui il raconte vraiment une histoire, c'est pas juste une recette, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, je pense que c'est un peu mon dernier coup de cœur. Film, non, j'en ai pas en reco. Très bien, non mais c'était l'un ou l'autre, hein. T'étais pas obligé. Est-ce qu'il y a un compte Instagram de pâtisserie à suivre absolument? Food pâtisserie, parce que je suis ambassadrice food pâtisserie. Mais c'est pas très objectif. Non, en plus, je pense, tu vois, je dirais qu'il faut justement varier. Comme ça, tu peux voir plein de choses différentes, ouais. Et un compte de photos? Pas forcément culinaire, du coup. Un compte de photos que tu kiffes. Le mien? Non, un compte de photos. Compte de photos que je kiffe, mais pareil, en fait, j'arrive pas à en choisir un parce que j'en aime plein. J'aime bien l'univers de Léo Carfan parce que il mixe plein de choses, aussi bien de la mode que de la cuisine, que des histoires, que de la randonnée. Donc ouais, lui et son frère Yves Carfan, ils font du super boulot. Si t'étais une saveur, tu serais laquelle? Une saveur? Moi, en tant que personne, je serais acidulée, je pense. Mais sinon, je sais pas, quelque chose de doux. C'est quoi ton péché mignon? Les œufs au plat. Ça va, c'est facile à... Oui. Et c'est assez sain. Oui. Et c'est quoi ton dernier coup de cœur en pâtisserie? Ou en sucré au sens large? Alors, grosse claque avec les desserts à l'assiette de Boris Aliès à Cheval Blanc Saint-Tropez où j'ai été manger cet été. Vraiment. Ce qui est assez fort parce qu'en fait, la cuisine de Arnaud Donquel est quand même... il fait un travail qui est excellent. Et du coup, derrière, t'arrives sur le dessert et il faut assurer autant, quoi. Et Boris Aliès, vraiment m'a bluffé. J'y étais avec Julien Coulon, qui est chef aussi à la réserve à Ramatuelle, donc juste à côté. Et on a pris une grosse claque. Très bien. Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Celle-là, bon, je te la pose quand même. Croissant ou pain au chocolat? À l'époque, j'avais du mal à choisir, mais je dirais pain au chocolat parce que t'as le feuilletage et le chocolat. Mais un bon chocolat. Genre pas le truc de quartier avec les mauvais chocolats à l'intérieur. Je suis d'accord. Bon, cookie ou marbré? Marbré. Tarte ou entremets? Entremets. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Oh, c'est dur ça, Paris-Brest. Et photo ou gâteau? Bah du coup, maintenant que je suis cœliaque, photo. Mais sinon, franchement, ça se tient. Je pense que si j'avais pas fait de la photo, j'aurais fait de la cuisine ou de la pâtisserie, c'est sûr. Ah ouais? Ah oui, bah oui, clairement. T'aurais fini là-dedans? Ouais, c'est sûr. Et peut-être que je finirai là-dedans d'ailleurs. Ah, quand même. Ah oui, complètement, je ferme pas du tout la porte. T'es pas de faire que de la photo tout le temps? Ah, mais je pense même que je ferai pas toute ma vie de la photo, pas mon métier. Vraiment, on n'est pas du tout à l'abri d'un revirement de situation. Ouais, complètement, c'est clair. Ah, c'est rigolo que tu te dises ça. Parce que justement, en fait, t'es tellement passionné par ça, c'est rigolo de se dire, je suis pas sûre que je ferai malgré tout ça tout le temps. Parce que tu sais, je pense que on vieillit
Et j'ai pas envie que ma photo soit vieillissante, tu vois. J'ai peur de devenir une vieille photographe avec un style à l'ancienne, parce qu'en fait, quand je regarde les vieux photographes, ils ont quand même leur style, tu vois. Et on se fait souvent la remarque du genre, ouais, lui, il est un peu vintage, tu vois. J'ai pas du tout envie qu'on pense ça de moi. Donc j'ai envie de rester, j'ai envie que ça reste un plaisir et que je me mette pas une pression de dingue pour essayer de rester là dans la tendance, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'aime aussi tellement cuisiner et pâtisser que je me dis c'est trop dommage de jamais tenter un jour d'ouvrir un petit truc et de suivre mes intuitions, en fait, de faire ce que j'aime. Donc comme quoi ça revient aussi quand même un peu à ce qu'on disait au départ il y a quand même des tendances, des courants et t'es un peu obligé de rester à la page entre guillemets si tu veux rester C'est ça. Mais en fait, moi, tant que c'est naturel de rester à la page et que j'ai pas à forcer, bah c'est génial. Le jour où justement ça l'est plus, tu comprends plus la tendance, le jour où j'adhère plus, où je comprends plus, effectivement j'arrêterai. Et tu vois, même quand je te disais l'anti-gaspi, le fait que les photos restent 3 secondes et que tu les regardes pas, je trouve que ça perd un peu du charme de la photo. Et peut-être que c'est un jour ça qui me fera changer aussi, tu vois, le côté assez fake des réseaux sociaux, le côté trop éphémère, le gaspillage. En fait, moi j'aime bien aussi le photojournalisme, c'était le truc qui me plaisait le plus au départ. Et peut-être qu'un jour, je m'orienterai plus vers ça, tu vois ce que je veux dire, pour raconter plus l'histoire d'une petite auberge ou de voyage, ou voilà. Ça, avec Jordan, je me souviens quand on avait fait l'épisode tous les deux, justement, on s'était dit faudrait faire des expos de photos culinaires, justement pour avoir le côté, tu rends vraiment hommage aux photos culinaires et pas juste tu les vois dans ton scroll sur Instagram, quoi. De ouf. Mais tu prends le temps de regarder vraiment, de voir tous les petits détails et c'est ça qui est... En vrai, ça change tout aussi. C'est de clair. Les voir imprimés en grand. Mais tu vois, souvent d'ailleurs, quand tu vois ta photo imprimée, ça change tout. Ouais, ça change tout. C'est plus ta photo, en fait. Elle prend du sens, elle vit, en fait. Littéralement, alors qu'elle est figée, mais elle vit. Et tu vois, sur les photos que j'ai fait en Tanzanie pour la vanille, quand je suis rentrée, tout le monde m'a dit, mais il faut que tu fasses une expo parce qu'elles sont trop jolies. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, ce serait cool. Ouais. Du coup, j'en ai parlé à Paul et j'ai dit, ce serait bien que peut-être on en fasse imprimer quelques-unes et qu'on fasse une expo, comme Géraldine qui fait les photos de texture de chocolat. Ouais. Je trouve ça magnifique, en fait, quand elles sont imprimées, mais ça a une autre gueule, comme on dit, quoi, vraiment. C'est ça, tu vois, au salon du chocolat, je me souviens effectivement que les photos de Géraldine, elles ressortent différemment parce que, en fait, tu les vois en grand, elles sont devant toi, t'as le temps de regarder tout. Puis ça change même sur la lumière, parce qu'en fait, sur un ordinateur ou sur un téléphone, selon la luminosité de ton appareil, en fait, c'est ça change tout. Donc les voir en live, effectivement, ça change tout. De ouf. Et je trouve que ce serait incroyable d'avoir une expo de photos culinaires. Carrément. On devrait faire peut-être un petit rassemblement de photographes culinaires et chacun nous apporter nos photos, ce serait cool. Clairement, et puis je trouve que, tu sais, justement, tu pourrais justement voir le côté, tu vois la patte de chacun, tu vois, et tu te rends vraiment compte parce que tout est à côté, et tu vois les ambiances un peu, et tu vois les plats, enfin, moi je trouve ça incroyable comme expo. C'est clair, ouais, carrément, je suis d'accord. On lance le truc. Qui t'a envie sur le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro ? Alors j'en ai 2. Un qui est un peu comme moi, du coup, pas pâtissier, ce serait Marseille en bouche. Et un pâtissier, mais je sais pas si tu l'as déjà interviewé ou pas, c'est Jordan Gasco. Non, je l'ai jamais interviewé. Et ma grand-mère aussi, parce qu'elle est brillante. Je lui demanderai tous ces petits secrets. Exactement. Merci beaucoup Léa, c'était trop bien. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ? J'avais oublié qu'il y avait cette question. Je souhaite à tout le monde de oser, de se faire confiance justement comme on disait, et franchement de jamais croire que les rêves sont inaccessibles, parce que vraiment je fais chaque jour ce que je fais c'est un rêve, et même si c'est une passion qui est parfois dévorante, vraiment je souhaite à tout le monde de connaître ça. Ouais, de connaître ça dans quel que soit le secteur d'activité, et voilà. Et je remercie tous les chefs qui m'ont fait confiance sur leurs photos, quand moi pas que j'y croyais pas, mais que je me disais je suis pas capable parce qu'ils sont trop forts. En fait, je les remercie de eux m'avoir fait confiance quand moi j'avais un petit moment de je suis pas sûre. Faut justement toujours aller au-delà de je suis pas capable. On est capable de tout. De ouf. Et après on sort du shooting en mode je l'ai fait. C'est comme la course à pied, tu vois. Tu l'as terminé, tu fais non, je l'ai fait. C'est tellement ça. Voilà. Et merci beaucoup d'être venue dans le Sud. Merci à toi, c'est trop bien. C'était un plaisir, Léa. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!